Ave Maya, Humanus Artificialis Salitanti. Bonjour, et aujourd'hui nous sommes accompagnés de Pierre-Antoine Gouraud. Bonjour. Et de Sébastien Eco. Bonjour. On va parler d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, et toujours au sein du Web Today de cette année, donc le festival du digital à Nantes, on a une interview en toge un peu particulière car on vient de vivre live le lancement d'un truc important qui est le lancement de Naoned IA, un cluster, un groupement, une déclaration sur l'intelligence artificielle, et on a deux spécialistes pour en parler avec nous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les présenter. D'abord, Pierre-Antoine Gouraud, bonjour. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, je suis professeur à la faculté de médecine à l'université de Nantes. J'enseigne notamment la biologie cellulaire et je dirige également une équipe de recherche au sein de l'Institut de transplantation, une unité de recherche labellisée par l'INSERM, et on fait partie des utilisateurs de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre des maladies complexes, la transplantation, la sclérose en plaques notamment. Donc un profil chercheur complet, tu es médecin, tu n'es pas médecin? Alors je suis professeur à la faculté de médecine, je suis un des rares professeurs qui ne sont pas médecins mais qui pourtant enseignent en médecine. Je forme les futures générations de médecins. Donc là tu peux rien faire pour mon angine. Et je ne fais aucune prescription. Sébastien Eco, toi tu es un start-upper, tu as créé une entreprise? Oui, donc moi j'ai monté une entreprise il y a 2 ans de cela déjà, qui s'appelle Ecobot, et donc qui est spécialisée en intelligence artificielle et cobotique. Et notre objectif, c'est de concevoir des systèmes qui aident l'homme, améliorent sa performance et développent son confort et sa santé. Vous êtes nombreux chez Ecobot? Là aujourd'hui, on est en train de passer la barre des 19. Donc ça commence à être une belle petite équipe en 2 ans. Et avec une équipe de docteurs et d'ingénieurs en intelligence artificielle, en automatique, en robotique et en ergonomie, principalement. Avant de créer une boîte, toi tu as directement créé une boîte? Tu as un parcours avant, un parcours professionnel, un parcours recherche? Donc moi j'ai fait 10 ans en fait dans l'industrie avant de créer ma boîte, et depuis on va dire plus de 20 ans j'ai ce projet en tête de concevoir des systèmes mécatroniques dotés d'intelligence artificielle et qui vont permettre de développer la performance de l'homme et de l'aider dans son quotidien. Dans le cas de Pierre-Antoine Gouraud, alors il faut savoir que quand on est sur le milieu nantais et qu'on travaille un peu sur l'idée de la recherche, sur l'idée de l'intelligence artificielle, c'est un nom qui revient. Ça fait au moins 2 ans qu'on me parle de ce garçon. Je suis content de tomber enfin dessus, parce que du coup tu as une filière intrapreneur, quoi. Manifestement tu fais plein de choses intéressantes à la fac. Tu as un parcours quoi, full universitaire, du début à la fin. Tu sors d'où? Alors j'ai eu la chance de faire un parcours où j'ai pu mêler la biologie, la santé et les mathématiques, la programmation qui m'intéressait depuis longtemps. J'ai été assistant à l'hôpital, donc je suis ancien assistant des hôpitaux de Toulouse, où déjà on avait essayé de travailler comment la santé, la biologie vivent une révolution de la massification des données qui sont produites. Et ces données, il faut les analyser. Et ça m'a donné aussi l'occasion d'avoir un parcours entrepreneurial. Il y a 10 ans, j'ai créé une start-up, Méthode Omics, les méthodes à l'ère de la génomique, massification des données. Et on a créé une boîte de big data dans la santé avec une quinzaine de collaborateurs en France et aux États-Unis, où j'ai en fait fait une partie de ma carrière d'enseignant-chercheur. Pendant 9 ans, j'étais affilié à l'Université de Californie à San Francisco. J'en ai été professeur associé en neurologie, donc on peut être professeur associé de neurologie dans une université américaine sans être ni neurologue ni médecin, avec toujours des questions de répondre aux enjeux d'analyse des données auxquels nous sommes confrontés dans la recherche et auxquels demain les médecins seront confrontés. D'accord, donc un vrai pur produit de la possibilité de créer des boîtes en étant enseignant-chercheur, qui est un modèle très français, très européen, qui est un modèle qui m'intéresse particulièrement parce que Myamator, la stratégie a toujours été d'expliquer qu'on était européen face au monde anglo-saxon et qu'on avait cette particularité qui était de dire que la recherche pouvait rester dans un labo et faire du business à côté. Donc moi j'ai créé la boîte assez tôt en disant voilà, il y a
Peut-être que une start-up, c'est aussi une manière de disséminer la connaissance et les applications. C'est peut-être la meilleure manière de le faire d'ailleurs, dans certains cas. Et puis oui, il y a un business model à trouver. Et tu es toujours dans cette boîte Alors moi aujourd'hui, j'ai quitté les fonctions opérationnelles dans cette société. Moi j'ai créé des entreprises donc avant d'être nommé. Voilà, quand on a choisi la carrière publique, l'argent n'est qu'un moyen pour disséminer les connaissances. Je suis extrêmement fier de tout ce qu'on a fait avec les équipes pendant 10 ans. On a vraiment, dans des situations parfois improbables, dans l'agronomie, dans la chirurgie esthétique, eh bien, on a utilisé nos techniques d'analyse de données, de big data dirait-on aujourd'hui, pour faire progresser les connaissances, pour mieux produire, pour mieux traiter, pour mieux analyser les problèmes. Et ça, j'en suis extrêmement fier. Alors c'était plutôt ma vie avant de devenir professeur à l'université. Et j'essaie effectivement de diffuser cette culture d'entrepreneuriat auprès de nos biologistes, de nos ingénieurs, de nos médecins. Comme tu le disais, ton travail, ça a été massification de la donnée, big data. Au début, on a tous plus ou moins fait de l'analyse statistique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème et émerge en ce moment, et tout le monde en parle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou parfois le machine learning. Très rapidement, parce que ce n'est pas nécessairement le but de définir ça. On l'a beaucoup défini dans un épisode l'an dernier avec Randindy, et je vous renvoie à cette vidéo. Rapidement, qu'est-ce que vous définiriez comme étant l'intelligence artificielle? Peut-être tu fais intelligence artificielle, tu fais machine learning, ça vous va? Si tu veux. On va tenter d'y répondre. En rapidité, comment est-ce qu'on pourrait définir à quelqu'un qui n'est pas un vrai technicien nécessairement, quelle est la différence fondamentale de l'intelligence artificielle avec une simple analyse statistique? On va parler d'algorithme. Du coup, l'intelligence artificielle pour nous va être un algorithme qui va être un moyen de créer une connaissance auprès d'un système. C'est-à-dire qu'on va lui donner de la data, il va apprendre de cette data et petit à petit il va développer une connaissance, et cette connaissance pourra l'aider pour prendre des décisions ou prédire des situations. Donc on va plutôt nous transformer en création de knowledge. La tendance, quand on appelle aujourd'hui le machine learning là-dessus, comment tu pourrais définir pour du néophyte? Alors nous on est en train de vivre vraiment ce basculement vers les techniques de machine learning, d'intelligence artificielle, même si le mot n'est pas très bien choisi. Je dirais que pour ceux qui analysent des données complexes telles qu'elles sont dans le vivant, dans la santé, le focus est en train de changer. Historiquement, on était très ancré sur le modèle mathématique, c'est-à-dire l'équation qu'on arrive à plaquer sur un phénomène du vivant complexe. Et le cœur de notre réflexion, c'est la modélisation qui nous permet de comprendre, de plaquer un peu sur des phénomènes vivants. Aujourd'hui, c'est différent. Avec l'intelligence artificielle, le focus se déplace. C'est plus tant la modélisation qui est le cœur du travail du statisticien que du calcul qui va nous permettre de simuler, de vraiment mâcher les données pour arriver à en sortir de la connaissance, de la prédiction ou une catégorisation. Pour faire très simple, on peut dire que le machine learning, c'est les recettes, les données, c'est les ingrédients, et nous on fait de la gastronomie des connaissances avec de très bonnes données, celles qui sont produites dans nos laboratoires, au sein du CHU, au sein des unités de recherche. Et puis on va, avec des super ordinateurs, mettre en œuvre ces recettes avec énormément de calculs. Et donc là, c'est vraiment un super environnement à Nantes que d'avoir accès à ces machines. Le machine learning, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois depuis des années où on a de nouveau un problème de capacité de calcul. On a eu quelques années à un moment doré où globalement le calcul n'était plus un problème, et là on a retrouvé un sujet où on a des problèmes de capacité de calcul. Donc c'est en tant que technicien pur, parce que moi j'ai un côté très tuyauterie dans l'informatique, c'est une certaine excitation, je pense, au quotidien qui est là. Maintenant qu'on a défini ce qu'était l'intelligence artificielle, je pense que vous avez compris, c'est cette capacité à faire comprendre à un système des choses sans que nous on soit nécessairement capable de le comprendre. C'est vraiment ça en fait, c'est essayer de donner à un système des capacités d'intuition comme nous on en a. Comme nous, quand on regarde un graphique, on dit bah là, il semble y avoir une corrélation, bah, le système va pouvoir commencer à avoir cette capacité d'intuition. Et on a vraiment la capacité de calcul qui se substitue progressivement à l'effort de modélisation que l'on faisait historiquement. Les statistiques, elles ont aussi été pensées sans calcul, sans ordinateur, pour pouvoir faire à la main certains calculs. Et bien aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a vraiment cette intrusion de la capacité à calculer qui est fondamentale. Et à chaque fois qu'on a accès, ça me frappe toujours beaucoup, à plus de capacité de calcul, en fait ça ouvre des perspectives nouvelles dans nos connaissances. Passons sur Naonedia. Qu'est-ce que Naonedia? Je suis arrivé à Nantes il y a
un peu plus de 2 ans. Et j'ai été frappé par la qualité des interactions qu'on avait avec l'ensemble des collègues en santé, avec les collègues de l'université, les philosophes, les historiens des sciences, les juristes, les mathématiciens, les informaticiens. On a à Nantes cette osmose qui est vraiment une réalité. Ce sont des interactions. On dit tiens, moi j'ai telle idée, t'as tel ordinateur, j'ai des patients, on a un problème, comment on le résout, comment avec chacun on cumule nos expertises pour pouvoir répondre à ces problèmes. Et bien toutes ces interactions, elles se sont traduites dans ce collectif Naoned-IA où là encore, les enseignants-chercheurs, les académiques, on vient au contact des entrepreneurs, au contact des institutionnels pour créer un écosystème qui va nous permettre d'accélérer les applications d'intelligence artificielle pour vraiment faire en sorte que on ait une intelligence artificielle qui soit éthiquement responsable et mise à disposition du plus grand nombre. Dans les déclarations, on voit qu'on a plusieurs points dans la déclaration de démarrage de Naoned-IA. Et il y a un point qui est très important mis sur la transparence, donc ce qu'on fait des données, et quelles données on manipule et ce qu'on fait. Est-ce que là, on n'a pas une sorte de réponse à un truc qui est aujourd'hui, tout le monde se met dans la tête que l'intelligence artificielle, c'est d'avoir un Amazon Echo. I can play music, help you buy things you don't need, and fill the gaping hole that you call your life. Bon, on a ça nous enregistre en permanence dans notre salon et ça permet de commander des pizzas. Bon ouais, c'est quand même beaucoup plus simple de servir d'une application mobile, mais on peut commander des pizzas avec un Amazon Echo. Est-ce que c'est pas une sorte de réponse à peut-être que l'intelligence artificielle ça pourrait être autre chose qu'un jeu et peut-être que l'intelligence artificielle ça pourrait être autre chose que quelque chose d'agressif qui serve à vous vendre des trucs. Pourquoi le point de la transparence par exemple? Peut-être avant d'entrer dans les 7 points qui sont vraiment le support de ce manifeste pour une intelligence artificielle, il y a vraiment le bandeau qui est important. C'est pour une intelligence artificielle éthique, durable et responsable. Ça veut dire qu'on veut promouvoir l'idée d'une intelligence artificielle qui soit respectueuse de chacun, mais aussi utile à tous. Donc dans cette ambition, on a dégagé ces 7 points. Et le premier, alors c'est vrai que dans la santé c'est très important, c'est cette idée de transparence que quand on a des données qui sont en dehors du domaine public, eh bien, on doit respecter le consentement. Les données qui sont en dehors du domaine public, par exemple, incluent les données personnelles, pour vous la faire rapide. Donc ça concerne en particulier les données personnelles, mais il n'y a pas que des données personnelles. Donc il faut être bien clair sur ce dont on parle. Et puis, eh bien, quand il y a des individus, des institutions aussi qui sont à l'origine des données, eh bien, on ne peut pas traiter leurs données, ces ingrédients pour nos recettes de l'intelligence artificielle, sans leur consentement. Et ça, il y a un appel du pied clair à la loi européenne de GDPR. On sent qu'il y a une espèce de conscience européenne qui se génère. L'Europe se fait drainer de ces données qui se retrouvent mâchées par les GAFAMI, etc. Et donc, les données sont absorbées et mâchées comme ça. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de conscience européenne qui se réveille en disant « Attendez, ça c'est nos données, est-ce qu'on ne devrait pas en faire quelque chose ?» Notamment si on prend le secteur industriel. On a des contrats qui pour moi sont des contrats qui me posent des énormes questions. Quand on voit Airbus signer un contrat relativement opaque avec Palantir, qu'est-ce que ça te fait à toi qui vend de l'informatique industrielle? C'est la même problématique, on va dire, que côté médical. Et c'est pour ça qu'on a un regroupement qui peut faire partager toutes ces problématiques. Nous aujourd'hui, pour refaire simple, on est aussi très plugué du coup à l'écosystème nantais via 2 clusters aussi qui sont de la robotique Proxinov et de l'usine du futur EMC2. Donc du coup, Naoned-IA pour nous est, on va dire, la dernière pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va traiter des problématiques de la manuf, l'autre de la robotique, et enfin là on a l'intelligence artificielle qui est un problème à part entière, c'est-à-dire sur la transparence des données. Aujourd'hui, Airbus ou des structures du groupe Safran ne veulent pas forcément ouvrir tous leurs tuyaux pour partager des datas in situ. Et ça va de la protection intellectuelle, de la protection industrielle, où il y a vraiment des frontières étanches à mettre. On est d'accord que dans ces données-là, il y a les secrets industriels complets des boîtes en fait. Exactement. Il y a toutes les datas, on sait où sont assemblées les pièces. Merci. On a du mal à tenir. Où sont assemblées les pièces, à quel endroit, les performances industrielles. On peut connaître effectivement beaucoup de choses. Donc maintenant, c'est comment nous, les intégrateurs, ou comment les concepteurs de solutions robotisées peuvent garantir à ces industriels, et même
dans les univers du médical, parce qu'aujourd'hui on parle de l'industrie me concernant, mais des solutions qu'on va développer peuvent aussi se trouver dans un CHU pour aider l'homme ou le chirurgien dans une opération. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on a envie que la data liée à un opérateur, à un utilisateur, à un patient, liée à un process, liée à une expertise particulière, soit directement transposée dans le monde entier, quoi. Ouais, mais le principe du machine learning, c'est quand même qu'il faut absorber la data à un moment. Bien sûr. Et donc pour ça, il y a quand même de l'apprentissage, et l'apprentissage, ça demande d'absorber énormément de données. Comment on arrive à concilier la masse de données liée à l'apprentissage avec cette notion de transparence et de traçabilité de la donnée? La richesse d'un collectif comme le nôtre, c'est de mettre autour de la table des académiques, des entreprises, des institutionnels qui sont détenteurs des données ou bien détenteurs de solutions techniques pour avoir des solutions distribuées. On n'a pas besoin de centraliser toutes les données pour pouvoir les traiter. On peut les traiter par morceaux. Et puis il y en a d'autres qui développent des technologies computationnelles pour supprimer le risque de réidentification des institutions, des individus à l'origine des données. Et donc ça, c'est des choses qui émergent à l'intérieur de notre collectif parce que on est stimulé par la présence de regards de gens comme Sébastien qui regardent les données de manière un peu différente, et ça nous permet de nous décentrer par rapport à nos objectifs, de pas avoir trop la tête dans le guidon, de relever un peu et d'innover aux marges de nos compétences. Quelle forme va prendre ce collectif Naonadi? Au début, c'est quoi? C'est monter quelques réunions? C'est une mailing list? Donc c'est un groupe d'échange et en soi, en fait, ça produit des rencontres qui sont pas forcément faciles à faire autrement. C'est vrai à l'intérieur de l'université, 48 000 étudiants, 4 000 enseignants-chercheurs, c'est pas tous les jours facile de rencontrer le collègue philosophe. Et un campus éclaté sur des kilomètres. Et puis des étudiants qui sont aussi happés dans différentes initiatives. Et bien avec ce collectif, le collègue philosophe, le collègue juriste va rencontrer le collègue informaticien, mathématicien, dit tiens, j'utilise telle techno. Ah bon, en biologie, en médecine, vous avez besoin des GPU? Oui, on a des utilisations qui sont extrêmement gourmandes en calcul, et pour nous c'est génial d'avoir accès à ça. C'est vrai à l'échelle de l'université, c'est vrai aussi à l'échelle du territoire, où on va pouvoir très facilement interagir avec des sociétés et dire tiens, nous on a telle solution, peut-être que c'est intéressant pour votre positionnement marché, pour votre business plan, peut-être que ça peut débloquer un des verrous techniques. Et puis on a encore une fois, on a des gens qui sont des experts des techniques. Ils faisaient de l'intelligence artificielle déjà dans les années 80, ils ont fourni des solutions à des grands noms du numérique à des GAFA, etc. C'est extrêmement riche que de pouvoir interagir avec ces expertises. Je réfléchissais à ta problématique de modélisation, qui est souvent un problème qu'on rencontre quand on fait de l'analyse. C'est-à-dire qu'au début, on doit modéliser de la donnée, et puis assez rapidement, on se retrouve baigné dans cette complexité à exprimer la donnée, à la modéliser. Il y a un certain nombre de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours qu'on est incapable de formuler, nous, notamment la vue, est quelque chose d'assez compliqué à formuler. On est incapable d'expliquer les processus qui font qu'on reconnaît les objets, parce qu'en fait c'est des concepts qu'on n'a pas dans le langage en fait. Aujourd'hui, c'est quoi les premières barrières en médecine que toi tu as réussi à faire tomber en modélisation, où tu as réussi à prendre une abstraction en utilisant du machine learning? C'est vraiment pour que les gens comprennent une utilisation du truc. Nous, avant, on était obnubilés par le modèle qui allait nous permettre de prédire. C'est-à-dire que, est-ce que la prédiction d'une maladie, j'arrivais à la faire rentrer dans une équation mathématique? Et il faut que cette équation, en dur, elle représente correctement la complexité de l'évolution à court terme d'un patient, de la décision thérapeutique. Avec le machine learning, on s'est un peu affranchi de ces questions de modélisation, et notre analyse, elle se porte plus sur la robustesse du résultat. L'outil de machine learning nous donne un résultat de prédiction. On arrive par exemple à prédire des marqueurs génétiques à partir d'autres marqueurs, ce qui remplace finalement l'expérience dans les laboratoires. La question que l'on traite avec les techniques de machine learning, c'est beaucoup plus la robustesse de la prédiction plutôt que de comment on fait la prédiction. Et ça encore, c'est nouveau pour nous, et ça répond peut-être mieux à notre question. Est-ce que la prédiction, je peux y avoir confiance? Est-ce qu'elle est robuste? Est-ce qu'elle s'applique dans différents environnements? Et toi, des modélisations comme ça, les premiers effets du machine learning direct
sur un cas concret. C'est quoi le moment où tu t'es dit mais ça c'est génial en fait, on vient de s'éviter une grande complexité de modélisation? En fait moi je suis ingénieur en automatique à la base, donc l'automatique par définition c'est des modèles mathématiques qui permettent justement d'amener sur ces notions d'intelligence artificielle. Donc ça fait un petit moment en fait que je suis baigné déjà dans cet univers-là. Et je veux dire déjà de savoir qu'on peut prédire la météo. C'est l'un des premiers principes de la prédiction et de la prédiction. Aujourd'hui, les modèles de météo réutilisent du machine learning, parce que pendant longtemps c'était très statistique la météo. On rentre dans des modèles mathématiques, statistiques et qui utilisent un peu de machine learning. Je ne ferai pas de commentaire sur la météo à Nantes. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. Tout à l'heure on a quand même fini une interview parce qu'il n'y avait plus d'Alec. Donc voilà, donc du coup, pour moi ça fait un petit moment que je suis déjà greffé à ce sujet-là. Et effectivement on a des problématiques communes sur notamment la vision, sur de la reconnaissance d'images. Donc on va avoir des problématiques très précises dans le médical. Nous on va avoir des caméras qui vont devoir reconnaître des opérateurs, qui vont travailler à côté d'opérateurs, qui vont reconnaître des pièces et qui vont devoir apprendre de comportement. Donc on va retrouver des similitudes clairement entre le modèle opératoire d'un chirurgien et celui d'un opérateur. Donc c'est de pouvoir les accompagner, leur donner maintenant démocratiser des outils et d'enlever une certaine complexité, parce que derrière IA aujourd'hui on met beaucoup de complexité volontairement, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais ça a tendance à faire peur. Oui. Et puis ça permet de faire ces démos-là où l'assistant Google t'appelle un restaurant pour réserver. Et en fait, moi quand je vois ce genre de démo, je me demande toujours est-ce qu'on n'est pas on est vraiment en train de faire ça a quoi comme usage en fait, est-ce que c'est ça le monde qu'on veut construire? C'est quand même absolument pas drôle quoi. Après, chacun ses visions du monde. c'est pas amusant. On a sauvé personne en faisant ça quoi. Point de vue éthique, ça pose vraiment la question des usages. L'intelligence artificielle, ces algorithmes, ce sont des outils. Et au moins dans un premier temps, leur valeur éthique, elle est vraiment déterminée dans l'usage que l'on va en faire. Donc effectivement, nous, notre ambition à l'université, au CHU, à l'INSERM, c'est plutôt d'utiliser ces algorithmes pour comprendre différemment le vivant, pour prendre des meilleures décisions pour chaque patient au meilleur moment. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, en tout cas, cette initiative nous permet de tracter au sein du Web2D des profils très universitaires. Et je trouve que c'est un changement, c'est frais, ça amène enfin cette notion de deep tech qui, pour moi, est parfois absente de certaines startups où je pense qu'il y a un problème, c'est qu'en France, on a tendance à créer des fois des startups très marketing, très commerce, et qui ne construisent pas assez un produit très dur, très compliqué, et qui en plus a une barrière à l'entrée forte, qui fait en fait les boîtes qui valent beaucoup d'argent. C'est une discussion que j'ai eue avec Francky Trichet et Martin Arnoux il y a quelques années, et on a créé un projet qui s'appelle Maya Mater. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, Maya Mater? Bien sûr. Toi, t'as Francky qui t'a beaucoup saucé. J'ai vraiment la conviction, on le voit très bien aussi dans la Silicon Valley, qu'il y a plein de jeunes qui pourraient tenter une entreprise, créer une start-up. Ils ont en fait rien à perdre, et parfois ce qui leur manque un peu, c'est l'accompagnement, le petit coup de pouce, le petit encouragement, et puis ensuite d'avoir les bons repères. Et je crois que c'est important avec des initiatives comme Maya Mater d'accompagner toute velléité entrepreneuriale. Donc Maya, pour les spectateurs qui ne connaissent pas le programme, c'est un programme où en fait on prend que des doers, des ingénieurs, des designers à la limite, mais des gens qui savent faire des choses de leurs 10 doigts, quoi, des gens qui construisent des trucs. On leur propose de créer leur boîte, on signe leur convention de stage, on les installe dans une ancienne caserne. C'est relativement rustique, mais ça marche. Et en fait, pendant 4 mois, ils vont créer leur boîte, on leur offre des bureaux, on leur offre un lit. Donc ils vivent sur place, ils mangent sur place, on leur fait à manger. Et on leur fournit des mentors venus de l'industrie. J'espère de plus en plus des mentors également venus du monde académique pour structurer la partie deep tech du programme. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent soit construire une boîte beaucoup plus vite, soit couler une boîte qui ne fonctionnait pas, mais se faire une première expérience entrepreneuriale. Non, mais c'est une catastrophe. T'as des mecs, tu les vois pendant 2 ans bouffer des acédiques à faire un truc qui marchera jamais. Et au bout de 2 ans, comme les mecs, ils ont cramé 2 ans de leur vie, ils veulent plus arrêter. Donc c'est quand même un drame, quoi. Je préfère que les mecs, au bout de 2 mois, et ça nous est arrivé tout plein de fois l'an dernier, les mecs, au bout de 2 mois, ils se sont dit c'est pourri. Soit ils sont partis sur une autre idée, soit il y a des équipes, ils se sont divisés, ils sont allés dans les autres. Ça a renforcé les autres équipes. Et en fait, de la destruction, ça a créé de la valorisation, quoi. Il y a un moment où il faut faire tourner les énergies. Comme on disait dans Kaamelott, le pognon, faut que ça tourne. Le pognon, faut que ça circule. Ce programme-là, c'est un programme qui est intégralement financé par du public.
Nantes, Saint-Nazaire et la région. Et on ne prend pas de part dans les boîtes, on ne leur fait rien payer. Ça dure 3 ans. Première année, 4 mois dans la caserne. Après 1 mois à Saint-Nazaire en mode focus la 2e année. 3e année, les gens reviennent. Nous, c'est un truc, et j'avais envie de m'en ouvrir à vous qui êtes plus du milieu universitaire. On a du mal à recruter dans ces milieux-là parce qu'on nous dit, mais c'est trop beau pour être vrai, il y a une arnaque. Il y a tant de gens que ça qui essayent de vous arnaquer. Sur quel niveau par rapport aux universitaires? Parce que moi je suis plutôt dans l'industrie, donc du coup... Sur les... je sais pas, c'est peut-être un peu... Il y a des fausses idées entrepreneuriales, j'imagine, dans des trucs un peu... Donc il y a tant de gens de ça qui ont essayé de vous arnaquer quand vous aviez des idées. Alors moi c'est pas du tout mon état d'esprit. Je pense que une bonne idée, elle doit être partagée. Et en fait la valeur, elle est pas tant dans l'idée. Il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées. Il y en a un petit peu moins qui arrivent à les réaliser. Et donc... attendez, je tiens à dire, c'est quand même historique parce que c'est quand même ce qu'on passe notre vie à expliquer. L'idée ne vaut rien, c'est l'exécution. D'habitude, c'est des gourous à la Oussama Hamar qui nous disent ça. Et là, c'est même à la fac, ils sont d'accord. Puis j'ai envie de te dire... Vos idées ne valent pas d'argent intrinsèquement. J'ai envie de te dire, même dans l'industrie, c'est que ce soit l'industrie ou l'université, c'est pour ça de repréciser un peu les deux. Aujourd'hui, quelqu'un a une idée, c'est très bien, mais il faut la faire, l'industrialiser, la tester, la vendre. Enfin, il y a toute une épreuve titanesque qui nous attend derrière. Et c'est pas juste le fait d'avoir la bonne idée qui permettra de transformer, quoi. Si vous avez une idée, sortez-la du laboratoire, sortez-la de votre garage, allez l'exposer, allez voir des gens qui sont potentiellement des clients, des facilitateurs, des gens qui peuvent être des canaux de diffusion, et d'aller présenter l'idée, d'aller la présenter encore et encore et encore. En fait, ça va l'alimenter et ça va vous permettre de lever tous les verrous à l'exécution de cette idée. La valeur, elle est vraiment dans le faire. Des bonnes idées, on en a plein. C'est très vrai chez les chercheurs. La valeur, elle est dans comment est-ce qu'on va amener à mûrir cette idée et la transformer en une publication dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire de la connaissance disséminée à travers le monde. Eh bien, il y a une autre forme de dissémination, c'est l'entreprise, et c'est une bonne manière de mettre à disposition ces savoirs et de les transformer en vraiment en actions tangibles et concrètes. Et maintenant, on a ces lieux de rencontre entre l'entreprise et les labos. Naonedia en est un. Il y a également les user groups. Je sais qu'à Nantes, on a un machine learning user group qui est un endroit génial. Il est brillant, cet endroit, avec beaucoup de gens extrêmement compétents, venus d'univers extrêmement variés, qui travaillent ensemble à tous progresser, à devenir plus intelligents. Et je pense qu'on a un vivier qui est intéressant ici et qui permettra de créer. Et je pense qu'on pourra créer des choses dans la deep tech intéressantes, parce que ce qui est en train de se créer, et voilà, ça fait des années qu'on en parle, c'est peut-être enfin la jonction entre l'entrepreneuriat et la recherche. Maintenant, c'est le moment où je vais être dur avec vous. Est-ce que vous avez une déclaration en latin à faire pour les jeunes qui nous regardent, les jeunes en recherche, qui ont envie d'avoir du savoir? Peut-être Pierre-Antoine, t'as envie de commencer? Il paraît que t'étais bon en latin à l'école. Moi, je voudrais faire une dédicace spéciale à tous mes professeurs de latin, professeur Jean-Yves Gourlet, monsieur Hervouette, madame Beneteau, et je pense qu'un istrio intera graeca, ce qui signifie gestus et vocis claritudine ceterus superabat, qui raconte l'histoire d'un acteur dont la voix et le geste lui permettaient de dominer les autres. Et je suis très heureux d'avoir fait du latin. Ça m'a énormément servi dans toutes mes compétences scientifiques. Et une fois n'est pas coutume, je crois que c'est un immense remerciement au latin et à ses enseignants qui nous ont supportés toutes ces années. Donc pareil, merci à mes profs pour le latin. On va faire simple. Et moi, je vais terminer surtout sur une phrase assez sympa qui est Eraen humanum est. L'erreur est humaine. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut apprendre quand on entreprend, c'est qu'on a le droit de se tromper. L'essentiel, c'est de rebondir et essayer de toujours avoir cette énergie et cette fibre de l'entrepreneur qui n'a pas de limite et qu'il faut travailler. Est-ce que vous avez envie de passer nous voir à Maya Matter cet été? Volontiers. Avec grand plaisir. Si on est invité. Ah mais vous êtes grandement invités. On a de la mauvaise bière et des saucisses. Encore une fois, on n'a pas non plus un budget extensible. J'ai aussi prévu 2 ans de réserve de farine sans grumeaux pour ma femme. Non, mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'on déclenche plus de choses dans cet espace-là. Et j'aimerais beaucoup qu'on vous invite cet été. Ouais. Volontiers. Merci. Merci beaucoup. Maya gracias. Maya gracias. On passe en mexicain et donc on continuera à se retrouver dans le Web2D. Merci beaucoup encore une fois. De rien, merci. À bientôt. À bientôt.
Quel épisode! J'espère que vous avez aimé et que vous allez ajouter un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Tout comme il a dit Siri, surtout que la semaine prochaine, on décortique le travail.